So, welcome everyone. Merci beaucoup. Merci, ma chère Patricia. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler du choc et du traumatisme dû à un choc. Nous allons utiliser la perspective de l'analyse bioénergétique pour aborder ce sujet et nous allons également explorer les façons de travailler sur le choc causé par un traumatisme. La thérapie du traumatisme se focalise aujourd'hui sur l'intégration de la neurobiologie des neurosciences qui s'ajoute à la psychoanalyse. L'Institut de psychoanalyse collabore pour mieux comprendre le choc causé par un traumatisme. En tant que psychoanalyste, moi, j'ai ma perspective que j'aimerais partager avec vous. Pour commencer, il faut dire que le traumatisme du développement et le choc lié à un traumatisme sont normalement considérés comme des éléments séparés. Le choc dû à un traumatisme est stocké dans le système nerveux dans une zone séparée et cela donne lieu à plusieurs comportements et réactions quand le patient est soumis à un stress, à une cause de stress. Pour comprendre ce qu'il faut faire, il faut comprendre quelle est l'histoire du patient. En 1980, je travaillais en tant que thérapeute d'analyse bioénergétique et il n'y avait pas vraiment beaucoup de définitions. Il n'y avait pas de compréhension complète du traumatisme. Le traumatisme n'était pas vraiment beaucoup discuté. La dissociation qui est classée aux États-Unis en tant que situation trouble pathologique de dissociation, bon, cette condition est liée au choc causé par exemple par la guerre. Alors, pendant la période après la guerre, ces patients ont été bien analysés. Ils présentaient un trouble de stress post-traumatisme, PTSD, et selon nos études, il s'agit d'un traumatisme dû à un choc qui est différent par rapport au traumatisme causé par le développement. Le traumatisme du développement concerne les nouveau-nés, les petits-enfants, les jeunes enfants de 2 ou 3 ans qui veulent être soignés. Et les soignants parfois ne répondent pas. Nous savons que ce besoin a été frustré. Cela cause un conflit dans l'enfant qui est attiré par deux directions opposées. L'enfant a besoin que quelqu'un réponde à ses besoins, mais les parents ne répondent pas. Quand on considère les traumatismes de l'évolution, du développement, on se concentre sur l'âge à laquelle les enfants âgés de 3, 4 ou 6 ans manifestent un comportement lié aux besoins de cet âge. Il y a vraiment une sorte de hiérarchie. Nous savons que le traumatisme précoce est difficile à gérer, que nous n'avons pas de ressources pour faire face à ce traumatisme dans notre personnalité. Dans mon histoire, j'ai été victime d'un traumatisme à ma naissance. Ma mère pesait
trop à l'hôpital. J'ai eu aussi des difficultés à la naissance, pendant l'accrochage. J'ai eu quelques difficultés. Cela a créé un choc dans mon système et le choc a causé le fait que je n'avais pas de contact visuel avec ma mère. Il y avait une sorte de déconnexion et à cette époque-là, la déconnexion n'était pas vraiment discutée. Il y avait pas de compréhension de ce phénomène. Mais la déconnexion et le traumatisme m'a beaucoup frappée. Ma mère m'aimait, mais elle ne me voulait pas. Mais dans le temps, elle a appris à être positive, à m'aimer. Malgré cela, je me suis trouvée dans un état de dissociation sans en être conscient. C'est pour ça que ce soir, j'aimerais vous raconter que quand il y a une dissociation par rapport à la situation où il y a une répression, il y a des caractéristiques qui se présentent. C'est pour ça qu'il faut faire un pas en arrière. Il faut commencer à parler de ce que Peter Levine appelle la biologie du choc. Qu'est-ce qui se passe en cas de choc? Le traumatisme causé par un choc a lieu dans le système nerveux autonome. Le cerveau est organisé et il fait partie du système nerveux. Et il relie toutes les parties du corps, bien évidemment. Comme je vous disais, le système nerveux s'organise en tant que système de survie. Si vous avez lu des livres, des publications de Danzig et de tous les experts qui parlent de dissociation, vous savez qu'il y a une forme d'énergie qui s'appelle arousal ou activation sympathique, hein, qui est localisée dans le système nerveux autonome. Cette réaction auprès du système sympathique est utilisée pour faire face au stress, à la frustration, à tout ce qui peut se passer dans l'environnement. Selon Peter Levine, hein, les animaux qui se trouvent face à une menace à l'état sauvage activent un processus de décharge de la tension qu'ils ont accumulée et qui a été causée quand l'expérience de vie ou de mort les a affectés. Cette expérience a aussi une interférence dans les êtres humains avec les processus biologiques. Cela cause une habilité mentale. Nous avons l'opportunité d'élaborer l'expérience de façon à ce que le corps puisse activer des modes d'adaptation. Lorsqu'il y a une expérience de ce type-là, l'individu veut s'éloigner de la menace. Dans le cas de ce type de traumatisme, l'individu n'est pas capable de s'échapper et de résister à la menace. Quand cette expérience se présente, quand cela arrive dans le corps, la personne a une expérience de surpuissance, de submersion, et cela s'appelle traumatisme. On se protège de cette charge d'énergie surpuissante dans le système nerveux autonome. Ce type de traumatisme fait en sorte que la personne
se trouve dans un état de immobilité biologique. Donc, la personne n'est pas à même de bouger. Voilà une caractéristique du traumatisme causé par un choc. Cela peut causer aussi l'état de congélation. Nous savons, par exemple, que le système nerveux autonome est lié à beaucoup de fonctions qui ne sont pas contrôlées de façon consciente. C'est le cas, par exemple, euh, du rythme cardiaque, de la respiration, de la sécrétion d'hormones, des réponses immunitaires. Il y a aussi d'autres éléments qui sont connectés au système nerveux autonome. Et là, il y a un mécanisme de protection qui a lieu et qui fait en sorte que l'individu n'est pas détruit. Donc, vous savez, par exemple, que l'activation du système nerveux autonome sympathique est représentée par une charge. Le corps va faire face à une menace ou essaye de s'éloigner, de attaquer ou de s'échapper face à une menace. Voilà les deux mécanismes de survie qui nous permettent de régler notre système nerveux. Il y a aussi une autre méthode, c'est l'engagement social. Le système nerveux génère de l'énergie qui doit être réglée et quand le réglage a lieu à l'extérieur de l'enfant, une habilité de autoréglage se développe. La mère ou le père doivent régler l'enfant de façon à ce que l'enfant puisse développer un système de autoréglage. Donc, l'autoréglage demande du temps et la capacité de se régler soi-même est due au réglage de la part du parent ou de la figure d'attachement. Mais en cas de traumatisme précoce, ce réglage n'a pas lieu. Par conséquent, l'enfant présentera les caractéristiques du traumatisme dû à un choc. C'est le cas, par exemple, de la dissociation. Du point de vue de la psychoanalyse, on parle de dissociation. Du point de vue linguistique et mentale, c'est la dissociation qui se manifeste sous la forme de immobilisation ou congélation. Le processus de dissociation, donc, nous permet de rester en vie, de survivre. On parle de immobilité dorsovagale ou de réponse du système dorsovagal que je vous présente là. Si l'on considère les caractéristiques techniques d'un état d'activation, c'est-à-dire d'un niveau d'énergie normal, on est des thérapeutes d'analyse bioénergétique, on parle toujours de énergie. Alors, un cas d'événement qui cause du stress, sans soulagement, il y a une inquiétude, anxiété, peur, et ensuite quelque chose se passe qui fait en sorte que nous, on s'améliore et ce modèle va descendre. Donc, il y a une condition, un état d'arousal, d'activation, et après, il y a un état de relaxation. Il y a une charge, un événement qui cause une activation. Cela peut être une menace, par exemple, et la menace va compromettre le processus parce qu'il s'agit d'un modèle compliqué. Une menace pour un adulte est différente par rapport à une menace pour un adolescent ou un enfant. L'adulte ont plus de ressources par rapport à l'enfant. Donc, ce modèle se présente de cette façon. Il y a un niveau de stress qui augmente. Après, il y a la congélation ou bien l'immobilité, la dissociation qui sont des réponses. Alors, je vais approfondir ce modèle avec vous.
Quand il y a un traumatisme causé par un choc, c'est le système nerveux autonome qui répond de façon incroyable à travers l'orientation, par exemple, ou bien à travers l'opportunité de se focaliser sur ce qui se passe autour de nous. Tout cela arrive de façon automatique. Ces opérations doivent être activées grâce aux hormones qui sont générées par le système nerveux autonome. Quand on parle de traumatisme dû à un choc, on parle d'une charge qui est accumulée jusqu'à devenir intensive. La menace se réduit et donc il y a une réduction de l'activation. On parle de système nerveux parasympathique parce qu'il y a un accélérateur dans le système nerveux sympathique et le système parasympathique pose un frein. On parle de accélérateur et de frein. La charge est ensuite déchargée et entre-temps, il y a une sorte de digestion de cette séquence. Voilà le modèle normal. Si je suis en train de conduire, d'aller vers mon boulot et quelqu'un va interrompre ma conduite parce qu'il y a quelqu'un qui se met en face de moi, alors je dois réagir, je dois faire face à la menace. S'il y a une menace, je peux me retirer et ensuite je vais revenir dans l'état de homéostase. Je reviens à l'état normal. C'est ce que Dan Siegel appelle la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance est un concept énergétique. De quoi s'agit-il? La fenêtre de tolérance nous dit quand la charge est trop élevée et le système nerveux autonome s'active de façon automatique. Si l'activation est trop faible, la charge est trop faible et d'autres symptômes peuvent se présenter, se manifester. S'il y a une activation excessive, cela peut causer de la rage, de l'irritation. De l'autre côté, dans la fenêtre de la tolérance, on peut se retirer, on peut avoir une sensation d'immobilisation, d'émoussement. Donc, il y a plusieurs modes de interagir avec le système nerveux, d'utiliser, d'activer le système nerveux dans chaque personne. Nous ne sommes pas à même d'utiliser les ressources du système nerveux autonome. Nous pouvons uniquement faire en sorte que le patient puisse revenir dans sa fenêtre de tolérance. Je vais lire quelques notes. Le traumatisme dû à un choc est aussi défini comme un trouble dû à un stress aigu. Il s'agit d'un événement qui a lieu à l'âge adulte. Alors, il peut être dû à une agression, un accident de voiture ou un viol. Cela n'empêche pas de élaborer l'expérience, mais le système nerveux autonome n'est pas en mesure de développer son habilité pour compléter l'action nécessaire pour faire face à la menace. Voilà le point clé. Donc, par exemple, le patient n'est pas à même de s'échapper de la menace ou de faire face à l'agression. La définition du traumatisme dû à un choc inclut cette idée de l'incapacité de s'échapper, de s'enfuir. Voilà pourquoi il y a aussi un état d'immobilisation. Par contre, il y a un mécanisme de mobilisation qui est l'opposé et donc c'est la capacité de développer, de mettre en œuvre des modèles de tenue musculaire. Face à un traumatisme dû à un choc, on parle de dissociation et la dissociation est différente par rapport à la répression.
À l'échelle psychologique et somatique, la répression est un processus différent par rapport à la dissociation. La dissociation est plus rapide, immédiate. Elle est aussi radicale et la charge énergétique est très élevée. Un cas de traumatisme dû à un choc, par exemple, il est important de comprendre la différence entre dissociation et répression. Nous avons dit que l'événement va empêcher notre habilité de faire du coping, de faire face. Alors, par exemple, si nous avons un patient qui souffre d'un trouble de stress post-traumatique, mais pas un trouble aigu, je vais mentionner la recherche menée par Dan Brown qui parle d'individus avec un style d'attachement désorganisé, qui ont un risque élevé de développer des symptômes de stress post-traumatique. Il a mené une étude auprès d'une maison familiale catholique gérée par des prêtres. Vous savez que Dan Brown a étudié à Harvard. Il a beaucoup étudié le stress post-traumatique et il s'est occupé de personnes qui avaient subi un viol. Alors, les personnes qui avaient un style d'attachement non organisé, désorganisé et anxieux, ils avaient plus de probabilité de développer des symptômes de stress post-traumatique par rapport à ceux qui avaient un attachement sécu. Cela est vraiment intéressant. S'il y a un style d'attachement sûr et si on a été bien soigné, bien aimé, cela va créer une immunité, une protection des symptômes de stress post-traumatique, mais aussi des troubles de la personnalité ou de dissociation. Cela fait partie du PTSD compliqué, complexe. Je partageais beaucoup d'informations. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Cette association est retenue dans le système nerveux autonome. Rentrons maintenant dans le détail technique parce qu'on a parlé du système nerveux qui englobe et qui garde le traumatisme et qui donc garde une plus forte connexion avec l'hémisphère de droite par rapport à l'hémisphère de gauche qui est plus organisé du point de vue linguistique et qui comporte une plus forte cohésivité interne. Alors, une des choses qui ont lieu lorsqu'il y a un attachement sûr pour un bébé est qu'il y a différents aspects du domaine d'expérience de l'enfant qui sont caractérisés par la connexion, la cohésion, les liaisons, ce qui aide l'enfant à s'orienter dans la vie et à aborder des traumatismes. Maintenant, je vais vous montrer une chose, une image que j'ai créée moi-même. Il s'agit d'un puzzle. Là, vous avez le domaine d'expérience dont je viens de parler. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, domaine d'expérience? Vous pourriez me demander, je suis thérapeute bioénergétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous voulons comprendre ce qui rend une expérience pleine pour un patient, il doit y avoir tous ces morceaux connectés et intégrés. Voilà pourquoi j'ai créé le puzzle, les émotions connectées avec les sensations, avec les images connectées avec la signification et le mouvement qui est connecté à l'observateur. Voilà, donc tous ces éléments sont liés entre eux. Voilà ce qu'on voit chez un
patient parce que effectivement, je vous ai montré cette image afin que vous puissiez comprendre que lorsque vous travaillez avec un individu qui a un attachement sain et sauf, c'est ce qu'on peut voir. Et ceci est ce qui est défini par Peter Levine, SIBAN. Tout cela est intégré, mais la fragmentation, la désintégration, par quoi est-elle provoquée? C'est une réaction à un événement insupportable auquel on n'arrive pas à échapper. C'est une chose différente par rapport au traumatisme de l'évolution, parce que dans le traumatisme de l'évolution, il y a la répression du conflit interne. Et maintenant, je veux vous expliquer un peu comment j'ai décidé d'organiser ma leçon ce soir par rapport à ce thème. J'ai essayé de comprendre la différence entre répression et dissociation. Beaucoup de thérapeutes de corps qui utilisent le corps confondent parfois répression et dissociation, mais ce ne sont pas la même chose. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous raconter toutes les caractéristiques de la répression et j'espère de ne pas vous ennuyer. Voilà donc quel est le système opérationnel de la dissociation, c'est-à-dire la réaction au traumatisme, la réaction à un événement insupportable. Qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux autonome s'active sur plusieurs niveaux, les images, les sensations, les émotions que ce traumatisme comporte s'activent et donc le système qui garde son sens du moi relié à toutes les parties du corps intégrées. Et donc, si cela se réalise, il y a une plus forte probabilité d'entrer dans un état de dissociation, de ne pas entrer dans un état de dissociation. Alors, je vous explique. Qu'est-ce que la dissociation? Comment puis-je vous le dire? Alors, il s'agit d'une vague d'énergie de la part du système nerveux autonome, euh, une inondation dérivant d'une menace euh, dont le système nerveux autonome expérimente, qui nous protège contre des expériences, des dangers de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le système est dépassé, lorsque la menace est réellement perçue comme une menace oppressive? Il y a un interrupteur dans le circuit, donc il y a une très forte charge énergétique. Nous l'avons vu dans le diagramme. Cette charge très intense arrive à un pic où l'interrupteur est arrivé et à ce point, qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends là une autre feuille, il y a quelque chose qui arrive, un phénomène concernant l'énergie, un phénomène énergétique. Voilà ma représentation de ce phénomène. Là, vous voyez, il y a une forte adrénalisation qui crée une fragmentation du domaine des expériences, ce qui est tout à fait différent par rapport à la répression. Quand les aspects que j'indique ici sont connectés et liés entre eux et non seulement organisés, le sujet n'arrive pas à expérimenter le traumatisme ou au moins son expérience ne sera pas si grave comme un autre sujet qui a un attachement qui n'est pas organisé. Le même événement traumatisant fait en sorte que tous les aspects concernant le domaine de l'expérience se désintègrent entre eux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La dissociation, c'est-à-dire la modalité d'arriver à s'adapter avec quelque chose de violent. C'est un système du tronc, de l'encéphale primitif qui va en stop-down, c'est un flux énergétique, un flux d'électricité, comme l'électricité que nous avons chez nous. Mais s'il y a plein d'électromagets qui sont utilisés, il y a un surchauffement qui porte un court-circuit et donc il y a cet interrupteur qui va bloquer le flux énergétique. Quelle est alors l'énergie de survie
pour ce système autonome. Cette menace est tellement forte, tellement insupportable, et au point que si on arrive à échapper, si on arrive à attaquer, on peut avoir une réponse. Mais au contraire, si on n'arrive pas ni à échapper, ni à la affronter, il y a une dissociation. Dissociation qui mène après à un état de congélation qui est, qui active ma capacité d'échapper ou d'attaquer. Et dans mon cas, alors, ceci est ce qui se passe au niveau de l'utérus dans l'exemple que j'ai fait de mon expérience personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une expérience que j'ai vécue à l'intérieur de ma mère. Alors, si nous avons une expérience d'oppression, euh, sur la personnalité précédente, c'est-à-dire qui a vexé la personnalité précédente. Il y a des personnes qui ont un attachement sûr, alors ils arrivent des symptômes de TSPT, mais n'ont pas les mêmes problèmes qui peuvent exister en termes de troubles de dissociation de l'identité ou de la personnalité, ou peuvent avoir plusieurs dépendances. Et donc, ils ont un TSPT simple. Alors, dans ce cas, on travaille avec ces patients et la probabilité de leur reprise est très élevée. Et nous allons l'expliquer aussi par la suite pour expliquer comment travailler avec ces patients. Alors, revenons en arrière. Je sais que je risque de rendre tout plus complexe, mais je vous prie de résister. Alors, je voulais vous raconter une autre chose. Lorsqu'on travaille avec une personne qui montre des symptômes de dissociation, la dissociation est une réaction à la fragmentation dérivant de l'adrénalisation vécue. Alors là, j'ai jeté d'ici là des termes un peu complexes. Donc, en tant que thérapeute bioénergétique, je travaille avec l'énergie des personnes. Et lorsqu'on travaille avec l'énergie des personnes, lorsqu'on travaille pour essayer de identifier les déficits de l'évolution, les choses qui sont arrivées quand on est bébé, nouveau-né, on travaille justement avec l'énergie et cette énergie émerge dans le conflit, comment elle a été retenue dans le corps, dans quelle région du corps, et on essaie de se concentrer sur ça pour avoir une idée du système. Mais la charge de oppression dans la répression d'un conflit, alors on va vers la maman est assez présente, on fait des caprices, on ressent de la honte pour quelque chose, c'est-à-dire tous les problèmes de l'évolution n'ont pas une charge en eux euh, que nous trouvons dans le traumatisme de choc. Lorsqu'on parle de traumatisme de choc, on dit qu'il faut essayer de ne pas aller trop vite parce qu'on risque de créer de l'inondation des hormones lorsqu'il y a l'adrénalisation et on risque d'arriver à un excès de charge qui risque de nous déconnecter. Cela a un sens. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Dans le paper, j'ai indiqué que les thérapeutes énergétiques connaissaient déjà et donc ont déjà élaboré, travaillé avec la dissociation sans une formation spécifique dans le domaine des traumatismes et de soins des traumatismes. Et la raison pour laquelle je l'introduis dans le paper est que je travaille dans ce système depuis longtemps et j'ai compris comment travailler avec les personnes qui ont des symptômes de TSPT, un manque de régulation dans le système nerveux, qui sont inondés par les événements. Et donc, il y a des techniques pour augmenter l'énergie qui ne fonctionne pas avec ces personnes parce que dans le corps, lorsqu'ils ont une décharge, il y a cette
fragmentation dans le domaine des expériences. Et chaque expérience a une charge déconnectée. Cette disgrégation est due à l'intensité de l'énergie et l'énergie reste connectée aux différentes parties du corps. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Peut-être d'autres ne la partagent pas, mais je vous assure que lorsque je travaille avec des personnes affectées par le TSPT, je suis des lignes directrices et des techniques qui peuvent être utilisées avec ces patients. Dans l'analyse bioénergétique, et c'est ma version du travail, je dois travailler avec des personnes qui viennent dans mon cabinet. Alors, j'observe pour voir s'il y a un manque de régulation dans leur système nerveux. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous connaissez le modèle de Peter Levine, vous savez qu'on ne peut pas tracer tous les modèles de tenue de l'évolution et comment ils se montrent dans le comportement et dans la conscience de la personne, parce qu'il trace les différents niveaux d'activation, car son souci est que cette activation, l'énergie de l'activation continue à augmenter sans cesse jusqu'à ce qu'elle est enlevée, coupée. Et donc, il y a des réponses défensives qui n'arrivent pas à être achevées. Et voilà un exemple. Il y a plusieurs recherches dans ce domaine, mais il y a aussi différents points de vue pour ce même concept. Mais si, disons, chez nous, nous avons la capacité de prendre soin de nous-mêmes, mais ce système nerveux autonome est, disons, cassé, entre guillemets. Il y a un manque de régulation qui provoque une réaction excessive vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, on est dans la rue et un camion euh, euh, vient dans notre voiture. Nous avons un accident avec un camion. Alors, le patient vient dans le thérapeute et il dit, quand je suis dans l'autoroute, j'ai des attaques de panique et moi, je ne peux pas comprendre pourquoi. Vous montrez des symptômes, mais je ne comprends pas pourquoi. Vous expliquez les symptômes, mais les symptômes n'offrent pas une signification, un sens organisé. Je n'ai pas la capacité de comprendre pourquoi le patient a des attaques de panique. Alors, je travaille ensemble avec le patient, il me raconte son histoire. Alors, l'histoire de l'accident avec le camion noir avec lequel j'ai eu l'accident. Alors, le camion est la menace perçue et cette charge est liée à l'image du camion. Donc, lorsqu'on parle du camion noir, dans ce cas, la personne devant moi perd toute trace de lui-même, de soi-même, et elle est dissociée. Et cette partie de la dissociation est liée à une inondation des hormones qui a un effet sur chaque partie de l'expérience de soi. Cela étant dit, euh, j'espère ne pas vous déborder avec toutes les paroles que je dis si rapidement. Alors, les personnes qui ont subi un traumatisme ont sans doute une vie qui a été bouleversée par des expériences insupportables. Ces expériences reviennent au moment présent avec des flashbacks jusqu'à ce que nous arrivons à réélaborer l'expérience intrusive, c'est-à-dire la menace. On n'arrive pas à décharger l'énergie qui maintenant est reliée aux différentes parties qui ont été déconnectées et séparées. Et donc, il faut réassocier toutes ces parties parce que finalement, il faut arriver à réorganiser le cerveau de gauche lié à le storytelling, à l'organisation qui peut s'étendre. Mais si on arrive à réduire la charge et on crée une expérience de réassociation, le fait que l'événement a été si bouleversant réduit l'intensité. Alan Shore, une personne que j'ai toujours admirée, lui aussi habite à Los Angeles, psychanalyste, neurologue, physiologue. Il a indiqué que la compréhension de l'énergie conservée et activée dans le système nerveux autonome est une façon pour mieux comprendre le traumatisme de choc. Donc, l'énergie traumatique est très intense, vécue complètement dans le corps du patient. La physiologie porte une expérience de fragmentation au niveau physiologique a lieu
au niveau du sens et du mouvement, c'est-à-dire dans la manière dans laquelle nous arrivons à faire réagir notre corps et la capacité aussi d'observer, de témoigner, de faire de réflexions liées aussi à la mentalisation. Donc, la capacité d'observation après le traumatisme est euh, réduite. Alors, lorsqu'il y a une charge d'énergie du même niveau de l'adrénalisation, lorsqu'on a la sensation presque de mourir, alors cela peut déclencher un effet sur l'autoconscience du patient. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ces deux circuits neurologiques ne fonctionnent pas? Ceci peut avoir un effet aussi sur le système de la mémoire. Et donc, je vois tout cela strictement lié aux facteurs énergétiques. Et lorsque le niveau d'énergie dans le corps dépasse la capacité de contenir cette énergie, nous avons la désorganisation, la fragmentation des différentes parties du système corporel. Et il y a une fragmentation de la cohérence. L'énergie intense pousse la fragmentation et la désorganisation perçue par le patient comme une expérience très similaire à l'expérience de la mort. Et donc, lorsqu'on travaille avec des sujets qui montrent des attaques de panique, ceci est un exemple de inondation du système nerveux autonomique dans laquelle il n'y a pas la capacité d'organiser l'élaboration linguistique de l'événement et du rappel de l'événement passé, parce que l'attaque de panique a lieu, on ne peut pas le préparer, on ne voit pas de signe qu'il va arriver. Il arrive et on le perçoit comme une expérience, comme presque proche de la mort. On a des flashbacks, des souvenirs associés à un événement terrible, épouvantable, et donc l'image du camion noir, par exemple, peut créer une attaque de panique ou je vois un camion noir dans l'autoroute et je sens de ne plus être capable de conduire ma voiture et donc je dois me mettre de côté, m'arrêter et c'est le début de la programmation du système nerveux autonome qui, dans le traumatisme de choc, commence à m'inviter à éviter des expériences qui peuvent activer ces mauvais souvenirs. Alors, je dois parler aussi de répression qui, en tant que concept analytique, et après, on parle aussi de dépression et congélation qui sont des aspects somatiques. Alors, je vais essayer de simplifier. Le système opérationnel en cas de répression est le système nerveux central avec une partie de réglage du système nerveux autonome et la mémoire est une mémoire de déclaration basée sur un langage explicite qui nous permet d'organiser les choses, donner un sens, créer une structure et donc c'est l'habilité, la mémoire euh, déclarative qui intervient et qui fait partie de la formation linguistique du moi qui peut avoir un impact sur l'effet de quelques-unes des réactions de stress qui peuvent se vérifier. Donc, dans la répression, on essaye d'ensevelir, de cacher quelque chose, de supprimer quelque chose. La dissociation voit la décomposition, la fragmentation des choses. Par exemple, lorsque j'étais en train d'apprendre les sciences bioénergétiques, la répression était quelque chose qui était fait pour éviter la conscience du conflit, le conflit qui était au-dessus de la surface. Et donc, on convainquait les personnes à percevoir cela au niveau du corps. On travaillait sur le corps. Lorsqu'il y a la suppression, c'est-à-dire lorsqu'on veut supprimer quelque chose, on le pousse dans le corps. Il va bien caché au-dessus, mais lorsqu'on travaille en thérapie, cela est ressorti, nous pouvons l'explorer. Et il n'y a pas de fragmentation, ou si elle existe, elle est moindre. Mais je vous pose un autre exemple. Alors, chez nous, nous avons une salle à manger. On parle de répression à la différence avec la dissociation. Dans le séjour, nous avons un beau tapis gris, quelques meubles, des tableaux. Il y a la musique. La température est agréable dans la chambre.
et nous pouvons éteindre ou allumer la lumière, augmenter. Nous avons le dimmer pour l'allumer et augmenter ou diminuer l'intensité de la lumière. Et donc, petit à petit, nous pouvons baisser les lumières, la réduire pour arriver dans le sombre. Et donc, en phase de thérapie, tout ce qui a été caché dans le sombre ressorti parce que nous voulons mettre de la lumière sur cet aspect en particulier. Et les chaises sont les mêmes, le tapis est le même, le sofa est le même, mais il y a quelque chose qui change, mais très très peu de choses. Après, on peut revenir dans la même chambre avec la lumière et que nous avions cachée dans le noir et la chambre apparaît dans la même forme. Dans la psychanalyse relationnelle, il y a plusieurs livres qui parlent de non-formulation, c'est-à-dire il y a de la fragmentation. Dans la dissociation, alors dans le même séjour, il y a un événement qui se passe et pratiquement, cet événement détruit tous les meubles, le mur, on ne comprend plus rien. C'est le chaos total. Tout est détruit complètement. Voilà le pouvoir du système nerveux autonome qui nous aide, oui, à survivre, car nous n'arrivons pas à compléter le parcours évolutif pour nous protéger. Cet événement euh, vexant doit être enlevé, mis hors ligne. Le circuit se rompt et le puzzle est détruit. Nous ne sommes plus connectés à ces événements parce que ce sont des petites parties. Alors, quand j'ai commencé à étudier la dissociation, je travaillais avec un neurologue qui m'a dit, tout le monde fait une opération de dissociation en cas de nécessité. Nous avons tous ces interrupteurs pour la dissociation. Je travaillais à San Diego à l'époque avec les Navy SEALs et ils me disaient non, nous ne nous dissocions pas. Et le neurologue m'a expliqué, non, tout le monde se dissocie. Alors je lui ai demandé de décrire ça. Alors il m'a dit, ton expérience personnelle est comme un collier de perles de couleurs différentes. Il y en a une rouge, verte, jaune, bleue, verte, etc. Chaque perle est une partie de ton expérience. La rouge est l'expérience visuelle, la verte est l'expérience de l'odorat, la violette est du sens, la bleue est du mouvement, etc. Le réseau de la connaissance de nous-mêmes dans un âge cohérent, d'unité, pardon, cohérente, est celle que nous connaissons. Par exemple, nous avons un problème anodin et nous n'arrivons pas à bien sentir notre visage, mais nous ne comprenons pas quel est le problème spécifique. Si nous avons l'anesthésie, ça ne fait pas mal, mais nous sentons quelque chose dans la bouche. Et donc, lorsqu'il y a une expérience qui nous fait peur avec un très haut niveau d'énergie, le système nerveux autonome appuie sur ce bouton. Si l'énergie est trop élevée, on entre dans un état d'immobilité. Il y a les hormones du stress dans notre cerveau, relâchées dans notre corps, qui nous portent en dehors de la situation de danger. Une véritable fuite avec le pilote automatique. Alors, est-ce que vous avez jamais pris un aimant avec des pièces de métal. Elles sont toutes attirées par l'aimant et toutes ces parties métalliques sont attirées par l'aimant et l'aimant devient plus grand. Voilà mon modèle de travail. Une forte énergie poussée par les hormones du stress qui arrive à attirer et à connecter tout à l'intérieur. Et je pourrais vous raconter les différentes modalités de fonctionnement pour créer des connexions, mais elles arrivent à créer aussi des disconnexions. Alors, maintenant, revenons à la bioénergétique et les méthodes
corporelles que nous utilisons sont des interventions non verbales qui souvent peuvent être évocateurs du point de vue émotionnel. Et alors, si on travaille avec une personne qui a subi un trouble de stress post-traumatique, il ne faut pas augmenter la charge parce qu'ils ont déjà une forte charge énergétique dans leur corps. Mais peut-être ils ne le savent pas parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? L'expérience d'oppression fait en sorte que la partie qui témoigne, qui observe, va hors ligne. Donc, la partie qui peut donner un sens à tout ce qui se passe s'éteint s'il y a trop d'hormones présentes dans le système. Et pourquoi s'éteint-elle? Parce qu'on ne veut même pas penser à quelque chose qui peut mettre en danger nos vies. Si une personne nous lance une balle lorsque nous sommes à la plage, je peux dire, ah oui, d'accord, si la balle arrive, je lève la main et je l'arrête pour ne pas être frappé par la balle sur le village. C'est un mécanisme de protection, un réflexe qui n'est pas comme la répression qui a une charge très élevée. Mais ce mécanisme de protection évite la sensation de annihilation, de destruction, parce que si ce qui risque de m'arriver sur la figure, nous ne le voulons pas, nous voulons même pas comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, je vous présente un autre exemple des choses qui s'éteignent. Alors, je suis dans mon cabinet. Il est 7 heures du matin, je suis en train de faire ma méditation. Je dois me rendre euh, dans mon bureau pour faire des photocopies. Je vais dans le magasin pour faire des photocopies et un homme court à ma rencontre en hurlant. Il vient à ma rencontre, je suis calme, relaxée, mais en voyant cet homme qui court vers moi, lorsqu'il s'approche, après il tourne d'un autre côté, il bonde, il fait un bond entre deux voitures et il se lance contre une femme. Mais quand il venait vers moi, je suis entrée dans un état d'immobilité et j'aurais dû m'échapper, j'aurais dû hurler contre lui, mais j'étais relaxée et tout est arrivé très rapidement. Et alors, je me suis disconnectée, dissociée de cette expérience. Mon cœur battait très, très fort et cette personne, par contre, a eu un litige avec la femme. La femme, après, est entrée dans le même magasin où je devais faire mes photocopies et l'homme est parti. J'avais une forte charge adrénalique dans mon corps, mais j'arrivais pas à l'élaborer. J'ai appelé ma femme et elle a écouté mon histoire. Après, je l'ai raconté aussi à d'autres personnes et petit à petit, tout avait disparu. Mais 3 mois plus tard, je marchais vers mon cabinet dans la même rue parce que à Arnaldo Beach, j'ai 2 cabinets. Vous connaissez UPS, je crois. Et UPS s'était garé à côté de devant mon bureau parce qu'il devait faire une livraison, il devait livrer un paquet. Dans l'immeuble d'en face, j'étais assis et j'ai vu le livreur, le le courrier, un homme costaud, assez costaud, oui, il faut dire, qui courait vers moi. C'était Dave, je le connaissais, le courrier de UPS. Je lui ai dit bonjour, c'est quelque chose d'intégré. Et alors, dans mon bureau, avec la dissociation précédente, j'ai eu une attaque de panique. Je ne savais même pas d'avoir ça parce qu'il y avait la fragmentation du matériel liée à la charge. Alors, j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu m'as donné des vitamines? Tu as mis des herbes dans mon café ce matin? Je suis bizarre aujourd'hui. Elle m'a dit, non, je n'ai rien ajouté à ton café. Peut-être alors, je suis en train d'avoir une attaque de panique. Mon corps bat très fort. Je suis en hyperventilation. Qu'est-ce qui se passe? C'est le reenactment, un flashback sans organisation. J'arrivais pas euh,
Alors, j'ai pensé à Dave, au courrier de l'homme qui courait vers moi et j'ai eu une attaque de panique. Quand, alors, c'est un exemple d'un fragment sur comment la dissociation a lieu très, très rapidement, mais elle peut aussi se terminer très rapidement. La répression, au contraire, est une situation graduelle, très, très lente. Elle n'est pas visible, mais c'est différent par rapport à quand on perd la continuité face à notre sens du soi. Parfois, je pose la question à mes clients, quel est le pourcentage que tu utilises de ton cœur? C'est peut-être 40%. Bon, j'ai une conscience, j'ai une connaissance, peut-être je pensais qu'ils étaient là à 80%, je n'avais pas de signes visibles, qu'ils n'étaient pas vraiment présents. Qu'est-ce qui se passe alors quand un événement tel que celui-ci se passe? Cela réduit de façon intérimaire notre capacité d'utiliser les compétences de coping de l'hémisphère gauche. Et cette habilité disparaît. Donc, je suis en train d'exagérer pour souligner ce point. Dans cette situation, il faut traiter les expériences traumatiques de façon différente par rapport à ce que nous faisons pour les expériences euh, évolutives. Je suis en train de faire de comparaisons, en fait. Un cas de traumatisme dû à un choc, il y a aussi une distorsion du sens du temps. Cette distorsion est subjective. Voilà le flashback. On pense à quelque chose que l'on a vécu dans le passé et l'idée c'est que cela se passe maintenant. Comme la charge est très élevée, le flashback s'en suivant très réel. Alors les patients viennent chez nous et nous disent ce qui se passe selon eux. Ils ne disent pas, voilà ce que je pense que se passe maintenant. Alors il faut aider les patients à parler de l'expérience et à ressentir l'expérience avec leur corps. C'est pour cela que je pose la question, quel est le pourcentage de ton corps que tu ressens? Si le patient me répond 40%, je demande où le 60% résiduel se trouve. Et parfois, le patient, la personne n'est pas à même de retrouver cela. On est en train de travailler avec le système autonome, avec la charge du système sympathique qui est l'accélérateur, et nous espérons que le mécanisme de freinage puisse bien fonctionner. Parce que si l'on pense à la dissociation, on peut la considérer comme un frein d'urgence qui est appuyé quand l'accélérateur est aussi appuyé jusqu'au fond. Donc, c'est vraiment très compliqué. Il s'agit d'une idée neurologique que j'ai essayé de simplifier, mais bon, simple n'est pas vraiment le bon mot. Je peux aussi vous donner d'autres exemples. On peut revenir sur d'autres points. Par rapport à la thérapie, par exemple, j'espère que vous avez compris entre-temps comment l'expérience est créée. Il y a une idée de concept d'énergie. Il n'y a pas d'opportunité de contenir. On peut dire aux patients que on va essayer de améliorer leur habilité. J'essaie de dire cela aux patients qui ne sont pas à même, par exemple, de rester dans la même salle que moi. Je pense au confinement, à la maîtrise. Parfois, il y a un vortex traumatique. Quand je suis avec un patient, je lui pose des questions. Est-ce que tu as eu un accident? Est-ce que tu as été soumis à une opération chirurgicale? Le client me répond qu'il a été agressé ou battu. Il y a les traumatismes du PTSD qui peuvent passer d'une génération à l'autre, comme nous le savons.
Qu'est-ce qui se passe alors quand nous savons quelle est l'expérience vécue? Nous savons qu'on n'a pas de télécommande. On ne peut pas dire que le traumatisme doit être activé ou désactivé. Il faut comprendre quelle est l'action à choisir. Qu'est-ce que nous faisons donc avec les patients qui se dissocient? Il faut considérer deux éléments. D'abord, la fragmentation de l'expérience, c'est-à-dire le champ somatique de l'expérience est perdu. On va perdre la sensation, la capacité de mouvement. On ressent vraiment cette fragmentation. Lowen parle de cela quand il fait référence au caractère schizoïde et Lewis parle aussi du réflexe d'orientation avec la tête et le cou. Il s'agit d'une structure de caractère précoce. Son travail est extrêmement intéressant. Il aborde plusieurs modalités qui permettent d'avoir une connexion entre tête, cou et partie supérieure des épaules. Il y a des enregistrements très intéressants de son travail et voilà l'une des méthodes nécessaires pour faire face au type de traumatisme. Nous savons que le rythme est aussi important. Il faut faire des petits pas en avant, des très petits pas. Et pourquoi cela? Le système nerveux autonome est activé, nous le savons, mais cela arrive très rapidement. Donc, on ne s'aperçoit pas de cela. C'est pour cela qu'il faut vraiment tenir trace de la dérégulation dans le système nerveux autonome. Il y a des habilités pour cela. Quelqu'un dit, il y a une formation que je peux suivre avec Peter Levine. Comment est-ce que tu as pris ces habilités? Comment est-ce que tu les as intégrées dans ce travail? Normalement, je vais rechercher l'activation et les réactions du système nerveux autonome. Si vous regardez ce que je fais dans mon travail, vous vous apercevez du fait que normalement, j'utilise un rythme très lent. Je vous donne un exemple positif et un exemple négatif. Premier exemple, il y a une femme, une patiente qui vient chez moi depuis longtemps déjà. Elle est en thérapie. Je connais son histoire. Il y a un point critique. Comme j'utilise plusieurs outils, je travaille dans les relations et avec les aspects somatiques dans un processus à deux voix avec le patient. Je pense qu'il faut créer vraiment un espace sûr, un espace de sécurité pour le patient. Il faut vraiment soigner le patient. Vous savez, ce serait très utile de choisir les patients avec lesquels cet espace peut être vraiment créé. Alors, dans le cas de cette patiente, à un certain moment, j'ai eu une intuition. Je pensais de façon plutôt instinctive qu'il fallait rapprocher la chaise de ma patiente. Je lui ai demandé si je me rapproche de toi avec ma chaise, comment est-ce que tu te sens? J'ai compris qu'il y avait quelque chose dans cette patiente, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Alors, je me suis rapprochée encore un petit peu et pour un petit seconde, elle a détourné son regard et donc, je dis non, je vais pas me rapprocher, je vais faire plutôt un pas en arrière, le contraire. Dans la séance suivante, elle m'a dit que quand elle est sortie de mon bureau, elle s'est ressentie soulagée. On en a parlé dans la thérapie et j'ai compris qu'elle avait été victime d'un viol sexuel de la part de son père. Son père se rapprochait d'elle très lentement avant le viol. Il avait vraiment un caractère manipulateur et mon geste lui avait rappelé le viol. Je peux aussi vous donner un autre exemple. Il n'y a pas d'expérience traumatique à la base, mais il y a un flashback. Je suis en thérapie avec une femme qui a envoyé chez moi trois autres patients dans des périodes d'hiver. Elle est la fondatrice d'un bureau où ils font du yoga. Elle est aussi euh, formatrice, mais
il y avait des collègues qui étaient venus en thérapie, on avait des amis partagés. C'est grâce à cela que j'avais pu la connaître un peu mieux. Quand je l'ai rencontrée, c'est comme si je la connaissais déjà depuis longtemps. C'était comme une réunion. Alors, une personne que je n'avais pas rencontrée auparavant, mais je connaissais beaucoup de cette personne. Je savais son nom, j'avais beaucoup d'informations. Je n'avais aucune information par rapport à son expérience traumatique. À la troisième session, à un certain moment, elle a commencé à pleurer. Vous savez comment je travaille? J'utilise aussi le contact. Il y a plusieurs méthodes de travail. J'utilise parfois l'intuition, parfois je suis un processus automatique, un pilote automatique. Parfois, je fais des choix différents. Alors, dès qu'elle a commencé à pleurer, je me suis rapprochée d'elle et j'ai vu qu'elle avait croisé ses jambes. J'ai touché sa jambe gauche très doucement et elle a commencé à crier. Elle m'a dit, va te faire foutre et elle est partie. Je lui ai dit, je suis là, je suis en train de rien faire. Elle était en train de sortir de mon bureau. Elle n'était pas trop loin. Elle a rappelé un viol qu'elle avait subi dans le passé. Qu'est-ce que je fais alors? J'ai décidé d'intervenir avec un contact pour fragmenter le flashback et pour lui empêcher de se présenter, de se manifester. Qu'est-ce qu'on fait donc dans cette situation quand il y a un traumatisme causé par un choc tel que dans ce cas-ci? La patiente avait décidé de venir chez moi, dans mon cabinet, mais elle voulait toujours laisser la porte ouverte pour pouvoir sortir dans la salle d'attente, pour avoir une voie de sortie. C'est de cette façon qu'on a pu vraiment travailler malgré le traumatisme du passé causé par un choc. Nous avons intégré la souplesse. Vous devez apprendre à connaître vos patients. Vous devez comprendre quelles sont les actions à mener, quelles sont les mesures à adopter. Vous devez être flexible. Alors voilà les exemples. Je suis en train de réfléchir aussi à d'autres exemples. Mais avant de passer à ça, j'aimerais aussi parler un petit peu de la thérapie du traitement. J'ai écrit des choses dans le passé. J'aimerais vous présenter un travail qui rassemble beaucoup à ce qui se passe dans le MDR avec la simulation bilatérale. On essaye de activer l'hémisphère gauche. On veut que le patient est présent quand le matériel se présente, se manifeste. Donc, on travaille sur le côté cortical. Alors, c'est pas en demandant au patient ce qui se passe, ce qu'il observe, quelle est son expérience. Je ne pose pas ces questions. Alors, j'ai de petites notes là. Alors, un petit moment. J'utilise une fiche de travail avec mes patients. J'essaye de tenir trace des sensations et j'utilise la mindfulness pour faire du traçage. Je prends des petits fragments. J'essaie toujours de créer une connexion d'un petit fragment de traumatisme avec une ressource de façon à rentrer dans le matériel traumatique très doucement, très lentement. Par exemple, je pense à un homme qui avait eu un accident sur la route. Je ne veux pas activer directement le matériel traumatique. J'essaie toujours de reporter cela et je pose normalement une question.
Quand est-ce que tu penses que ce sera le bon moment pour en parler? Je m'arrête, j'attends que le patient puisse créer son association, sa propre association. Parfois, je fais des suggestions. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur si tu penses à ce matériel, à ce fragment? Et ensuite, je regarde le patient. Il s'agit d'être à même de témoigner. Le témoin est nécessaire pour voir ce que se passe dans le corps du patient et pour l'aider à se connecter à son histoire, même dans le transfert, par exemple. Il faut aider le patient à identifier son besoin frustré dans le corps. Quels sont les muscles qui étaient affectés? Quels étaient les muscles qui étaient durcis, resserrés? Si j'ai un patient névrotique, j'utilise parfois des sons, je lui permets de bouger. S'il y a par contre un traumatisme dû à un choc, je propose un mouvement, je demande au patient de se lever et cela va déjà interrompre un processus. Nous désirons trouver la charge dont je parlais auparavant, mais nous savons que dans certains traumatismes, il n'y a pas de charge. Il y a plutôt un vide. Donc, il faut vraiment travailler à petits morceaux avec une sorte de titrage. Si l'on prend une boissonne avec du gaz, si l'on ouvre de façon soudaine, ça peut exploder. On veut plutôt titrer, on veut rentrer dans le matériel traumatique pas à pas, morceau après morceau, et entre-temps, on peut guider le patient avec notre conscience, avec notre rôle de témoin. Par exemple, le patient peut dire, je me sens très, très lourd dans ma poitrine et je pose normalement la question au patient, est-ce que tu peux ressentir cette lourdeur? Est-ce que tu peux y faire attention? Si le patient nous dit, je ressens une lourdeur, mais je suis à même de rester sur ça, bon, je aide mon patient à rester sur ça. Je collecte des informations de l'histoire traumatique, j'évalue la capacité du patient et son habilité de gérer la charge d'énergie. Je fais un traçage du système autonome et de tous les patterns, le modèle de tenue dans le corps. Je peux aussi proposer, suggérer des modes pour comprendre si le patient peut contenir et supporter la charge, un dosage plus élevé. J'ai aussi une autre chose que j'aimerais partager avec vous. Bon, il faut réduire la charge. Qu'est-ce qui se passe quand la charge a été réduite? Il y a plusieurs actions possibles. On peut regarder le patient, on peut regarder son cœur, ses jambes peuvent être durcies, bloquées. Parfois, le patient est dérégulé pour réduire sa propre charge et entre-temps, on continue de surveiller à petite étape ces sensations corporelles. Il faut toujours prêter attention, il faut faire attention, il faut faire en sorte que les parties fragmentées n'acquièrent pas une charge trop élevée. Tout cela a l'objectif de garantir plus de cohésion entre les parties. Alors, je vous donne un autre exemple, c'est moi-même. J'avais 4 ans, j'étais en train de sortir d'un bâtiment. Il y avait des enfants qui avaient 7 ans, ils étaient en train de jouer, je ne les ai pas vus.
et j'ai été frappée. J'ai été amenée par l'ambulance à l'hôpital. On m'a dit là que le risque était de perdre mon œil à cause du choc. J'ai dû suivre une thérapie pendant 3 à 4 mois et celui-ci a été un traumatisme pour moi. J'ai eu aussi un autre choc quand j'étais en train d'aller dans mon vélo. Je suis tombée, et le chien d'une personne qui était là est venu chez moi et il y a eu un contact et là, j'ai eu un autre traumatisme. J'ai eu l'occasion de euh, connaître une personne qui suivait une thérapie de somatic experiencing. Je fais 5 sessions et je puis réduire la charge qui était accumulée. Il m'a dit, est-ce que tu veux travailler aussi sur d'autres traumatismes, d'autres aspects du traumatisme? Je lui ai dit oui. Je lui ai raconté ce qui s'était passé quand j'avais 4 ans et 7 ans. Et après, à un bon moment, elle m'a dit, essaye de tracer les sensations dans ton corps. Je lui ai raconté ce qui se passait. Je me souvenais de la porte du bâtiment. Mais après, rien ne se passait. Je me disais, je suis en train de dépasser ici beaucoup d'argent, mais sans résultat. Et à un certain moment, il a touché ma main gauche et j'ai ressenti euh, une petite douleur au cou. Je suis ressenti un picotement et séance après séance, la main euh, pesait, le cou se tournait involontairement vers gauche. Et après, je me suis trouvée comme ça, avec la main là, comme s'il y avait une sorte de mouvement vers le haut. Elle me disait, oui, c'est bon, pas de problème. Et après, je me suis dit, je regarde la main. Non, elle m'a dit, regarde le clap. Mais à un certain point, je l'ai vu. Je ne m'étais pas tournée. J'ai vu que la bête était là. La séance suivante, elle m'a invité à nouveau à regarder ce point et la main est devenue un réflexe. C'est l'autoprotection que l'on utilise pour protéger la perte d'un mécanisme très important, c'est-à-dire la vue qui nous permet de localiser la menace. Donc, c'est la main qui s'est levée parce qu'elle voulait me protéger et je commençais à pleurer. Cela m'a soulagée beaucoup, même si je ne savais pas pourquoi j'étais en train de pleurer, mais j'ai compris que j'avais pu élaborer le traumatisme. Et 4 mois après, je racontais à mon opticien ce qui s'était passé. Voilà ce qui se passe quand on travaille avec le corps. Il m'a dit, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu n'as plus besoin de prendre des médicaments. J'étais vraiment soulagée. Cela était dû à l'expérience qui avait libéré toute la tension que j'avais dans mon corps. Donc, il ne fallait plus d'utiliser des lentilles. Il faut vraiment élargir le conteneur de façon à ce qu'il puisse contenir des charges plus élevées. On travaille à petit dosage pour pouvoir libérer la congélation et on le fait toujours de façon très lente. J'ai vu des personnes qui utilisent plusieurs méthodes, plusieurs rythmes. Je ne me souviens pas exactement des articles de référence pour cette méthode, mais on parle vraiment de comment on travaille, image après image et fragment après fragment, morceau après morceau. En cas de dissociation, le patient ne peut pas surveiller, contrôler vraiment quelle est la charge. Tout cela est indépendant. Quand il y a une menace, il y a une activation qui est autonome et immédiate. Patricia, est-ce que tu es là encore?
Je m'adresse à toi maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je demande aux organisateurs de allumer ma webcam. Il y a beaucoup de questions, Bob, mais il y a d'abord beaucoup de personnes qui apprécient vraiment ta leçon. Ils ont bien apprécié. J'aimerais d'abord partager les questions qui ont été posées. L'une des premières questions est la suivante. Un moment. L'une des premières questions était la suivante. Tu as fait référence à un article au début de ta présentation. Je ne sais pas comment ce passage se fait, mais si quelqu'un est intéressé, peut m'envoyer une adresse mail auquel je peux envoyer l'article. C'est peut-être un peu compliqué, mais bon, en tout cas, cela sera publié sur l'IBA Journal. Je suis notre question. D'abord, en fait, il y a un commentaire de la part d'un participant. Il demande s'il y a une relation entre le manque d'un mouvement physique adéquat dans notre société et si cela peut prévenir les traumatismes, la résolution, pardon, des traumatismes. Est-ce que cela contribue au développement de troubles collectifs à cause du manque du mouvement physique? Donc, la question est, est-ce qu'il y a une relation entre le corps, le manque d'activité physique et les troubles de notre société dû au fait qu'il n'y a pas de résolution du traumatisme. Oui, il faut parler de la culture du traumatisme. C'est important d'en parler. Il faut en parler aussi avec les autres collègues. Par exemple, j'ai englobé le travail de Vercelli par rapport à ceux qui ont une force plus grande du moi et une plus forte force de cohésion. C'est une étude que je fais avec David qui a entamé un travail très important et qui donc a travaillé sur différentes parties du corps. À la base du crâne, en effet, il y a une tension musculaire et c'est exactement dans cette région qu'on ressent une pression. Je ne dois pas vous raconter toute l'histoire de cette pression parce que cela demanderait trop de temps. Mais récemment, à cause d'un accident en vélo, l'énergie provenant de la partie basse de mon corps monte en haut, elle arrive jusqu'à ce point, elle est bloquée. Et en effet, moi, je suis tombée, j'ai fait un bond,
je me suis cassé le bassin et l'énergie de la partie basse de mon corps. Pour ce modèle de tenue, l'énergie est passée à travers la moelle épinière et, vous savez, la moelle épinière, la colonne vertébrale est justement le trait qui achemine l'énergie jusqu'au crâne. Et pendant quelques jours, j'ai souffert de vertige. Alors, ce que tu nous dis nous relie précisément à ce que Verena de Russie vient de nous raconter. Est-ce que vous travaillez avec des personnes ayant des traumatismes relationnels à cause de chocs ou avec la répression et la dissociation? Est-ce que cela est un signal de TSPT complexe? Quand on travaille avec un patient et on travaille avec la répression ou la dissociation, comment arrives-tu à faire ce choix? Alors, je vais reformuler, alors c'est la réponse. Je vais reformuler la question pour voir si j'ai bien compris. Alors, comment je change d'une façon à l'autre? Alors, je réponds de manière très simple, même si je sais qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas content de cette réponse. Alors, s'il y a un traumatisme, il y aura sans doute une dissociation si le traumatisme a eu lieu avant les 2 ans d'âge, parce que l'hippocampe n'est pas encore actif. Et lorsque l'hippocampe s'active entre 2 ans et 3 ans d'âge, il y a le sens du soi qui commence à s'organiser et à contenir l'activation de l'amygdale. Et je rentre dans le technicisme parce que je veux expliquer qu'on peut avoir une régulation du soi lorsque le sens du soi est bien développé. Et donc, lorsqu'il y a des mécanismes de adaptation. Et si ces mécanismes d'adaptation ne sont pas là, alors il y a la dissociation qui intervient. Par exemple, j'ai traité une femme qui allait en dissociation, mais elle ne perdait pas le sens du soi en phase de dissociation. Elle avait un fort sens du soi et un modèle de tension dans le corps très fort. Et son moi était très fort. Et chaque fois que je faisais une interprétation, elle était d'accord parce qu'il y avait encore une partie dans son système nerveux, ou dans le cerveau, un circuit neuronal qui représentait encore ce sens du soi. Et cette femme, grâce à son sens du moi très fort, arrivait à interpréter qu'il s'agissait de quelque chose qui lui était arrivé quand elle avait été abandonnée, quand elle était très petite. Et s'il y a une dissociation sans un sens de conscience chez un patient qui nous dit c'était pas moi, cela n'est pas arrivé à moi, alors cela demande un autre type d'intervention. Alors, moi, je prends en considération la possibilité qu'il puisse y avoir ces 2 modèles et si je vois que cette même charge énergétique n'est pas contenue, alors je comprends quel est le type d'intervention que je dois suivre. Alors, je me souviens d'un autre exemple. Un jeune homme qui était très attaché à moi en tant que thérapeute et moi, petit à petit, j'ai réussi à l'accompagner vers l'expression de sa charge meilleure. Il s'agissait d'un patient qui était toujours nerveux, il était masochiste, il avait 7 types de structures. Et grâce à une intervention de charge, en lui demandant d'ouvrir les bras comme ça, de faire ressortir toute une série de sons de sa bouche, j'ai réussi avec ce jeune. Ça a été une intervention utile avec lui. Mais il y a des personnes qui estiment que répéter la même expérience traumatique puisse répéter le traumatisme, mais ce n'est pas comme ça, parce que chaque patient doit être traité comme s'il y avait un traumatisme de choc passé. Alors, euh, Bob, est-ce que tu dis que tu utilises ton intuition pour choisir les interventions à utiliser selon les personnes? Donc, tu utilises ta connaissance et après, tu décides selon le type de patient comment agir. Oui, c'est exactement comme ça.
Et après, je me sers aussi du partage de la relation thérapeutique qui te suggère dans quel sens travailler. Parce que oui, j'envoie de temps en temps des signaux parce que nous avons à cœur nos patients, nous aimons nos patients. Évidemment, je ne parle pas de relations qui ne sont pas prévues par le code déontologique, mais je parle de contacts physiques qui peuvent être faits au sein de l'intervention thérapeutique, la séance thérapeutique, parce que nous avons à cœur nos patients. Par exemple, un thérapeute, si un thérapeute oublie un rendez-vous, il faut dire au patient, je regrette, j'ai oublié notre rendez-vous et après voir quelle est la réaction de son patient. Alors, avant, tu as dit que tu as une liste de questions que tu poses à tes patients. Est-ce que tu suis toutes ces questions? Oui, mais je dois les réécrire à chaque fois. Je les ai dans ma tête. Parmi ces questions, il y en a une. Par exemple, quel est le pourcentage de toi-même qui se trouve dans ton corps à présent? Et alors, je dois arriver à comprendre ce pourcentage avec mon intuition, mais je n'y arrive pas et alors je pose cette question. Lorsque je travaille avec des patients affectés par des troubles de stress, je fais beaucoup d'inspection, d'introspection. Alors, je dis, moi et toi, nous travaillons avec ton système nerveux. Toi réagis d'une manière telle dont tu n'as pas de contrôle. Tu peux éprouver des émotions que tu ne dois pas cacher devant moi. Je veux réduire euh, tes émotions et je travaille alors sur le corps de ce patient. Alors, je lui dis, tu voulais dire oui, mais ta bouche dit non parce que ta bouche est serrée. Alors, essayons ensemble, toi et moi, à travailler sur ta mâchoire. Et je fais ce travail seulement lorsque le patient est conscient de sa mâchoire. Alors, on intègre cet aspect de l'analyse de cet aspect pour voir si le traumatisme est décrit dans le corps. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est comme ça. Mais il y a une différence. La quantité d'énergie qui ne peut pas être géré car invisible se manifeste à l'impréviste et explose. Voilà pourquoi il faut procéder lentement jusqu'à ce que le patient puisse arriver à tolérer une charge majeure. Par exemple, avec un patient qui a un fort attachement, qui est en thérapie avec moi, ce patient un jour m'a dit, il y a une chose que je ne peux pas te dire. Alors j'ai dit, d'accord, j'ai attendu. Et 2 mois plus tard, je lui ai dit, il y avait une chose que tu ne voulais pas, que tu ne pouvais pas me dire. Il a pris une longue pause, il a commencé à trembler et après il m'a dit, désormais, on se comprend bien, on s'aime, je viens chez toi depuis 3 ans. Alors je continuais j'ai attendu encore et je dis, alors ce que tu me dis me touche. Et fortement et j'utilise donc la relation, je travaille sur le corps pour approfondir, améliorer la capacité de récupérer la capacité de retrouver la sécurité. Donc, récupérer la capacité d'aimer, ce que j'aime beaucoup. Et cela me porte à te poser une autre question. Et si le traumatisme a eu lieu dans un âge très précoce? Quand le bébé n'arrive pas encore, même pas à bouger, donc dans une phase véritablement précoce de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je travaille avec plusieurs types de personnes et parfois, lorsqu'il y a la dissociation, la capacité d'intégrer la nouvelle relation qui s'ouvre ou la nouvelle interaction entre le patient et toi, ne fonctionne pas pour aider à reprogrammer. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, il y a une personne qui pleure, qui vient vers moi, je suis là, elle touche ma main, par exemple, et on aborde les émotions ensemble. Et que se passe-t-il? Souvent, la personne n'arrive pas à comprendre, à intégrer. J'ai souvent pleuré comme un bébé mais cette partie n'arrive pas à être intégrée parce que la partie qu'il intègre dans le cerveau est éteinte au moment du traumatisme. Et donc, quand nous sommes petits,
tout est au niveau du système nerveux autonome. Et donc, quand il est vexé, il réagit. Alors, oui, je voulais dire que si je bouge et j'arrive à trouver un contact et s'ils se sentent à l'aise, je sens qu'il y a un changement. Et le souvenir négatif d'une cause est actualisé. La personne commence à ressentir plus d'expression dans son corps. Et donc, ce n'est pas un processus seulement du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas. Comment la personne se sent, ce que la personne ressent dans son corps, ce que cela veut dire pour une personne. La personne m'a dit, je voudrais faire comme ça, et je lui ai dit, oui, oui, d'accord. Je comprends parce que ça peut faire peur et on utilise, on exploite le corps. Mais si euh, euh, pendant le temps, cet événement rentre et se répète dans le temps, il y a une perpétuation du traumatisme. Mais dans la bioénergétique, parfois, il y a des miracles qui se réalisent après 2 ou 3 séances. Et la personne vous dit merci, vous avez beaucoup m'aidé. Mais le travail à fond qu'on fait a besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Oui, je suis d'accord. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. Mais un dernier commentaire, une chose que je voulais dire, je connais un grand nombre de formateurs et je les respecte beaucoup. Et je crois que Dave par exemple, a créé son propre modèle personnel pour travailler sur les troubles de stress post-traumatique. Et les formateurs ont développé d'autres modèles. Par exemple, si j'ai une personne qui a les yeux un peu vagues, le regard figé, je dois essayer de trouver une manière différente pour pouvoir accéder avec cette personne. Ou je lui demande, est-ce que tu es conscient de ce qui est en train de se passer? La personne me dit, non, ça va, je vais bien comme ça. Mais dans ce cas-là, alors je n'y crois pas parce que j'ai ressenti dans mon corps, j'ai eu la résonance dans mon corps, j'ai noté ça. Je ne peux pas dire immédiatement, tout de suite à la personne, tu n'as pas compris, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je prends des notes et après, j'y reviens. Par exemple, ma femme. Ma femme danse le tango. Et lorsqu'on danse le tango, on ne sait pas qui porte qui. L'homme porte la femme, mais la femme est totalement en syntonie avec l'homme. Elle est portée en même temps. Et c'est comme une danse de tango. On porte et on suit et on porte, les deux choses. Et donc, lorsqu'il y a une forte explosion de sensations, il faut suivre. Par exemple, je prends note des choses qui arrivent lorsque les personnes m'envoient des signaux quand ils sont en train d'arriver dans le traumatisme, en phase d'obnubilation, ou quand il y a une phase de surprise. C'est un autre élément de ma liste. Par exemple, j'avais une patiente qui avait été violée par son beau-père. Elle Elle souffrait de TSPT, un TSPT complexe. Elle travaillait dans un hôpital. Un jour, elle m'a appelé. Nous avons commencé la thérapie ensemble. Après 3 ans de thérapie, c'était un vendredi. Elle m'a appelé, elle tremblait, elle avait peur. Et quand nous avons terminé notre séance, après 20 minutes, je lui ai dit, j'ai essayé de l'aider. Quand il y a quelque chose qui te surprend, je lui ai dit, on sait qu'il y a à la base un traumatisme. Et alors, elle m'a dit, quand est-ce qu'on peut faire un peu de sexe, toi et moi? Je lui ai répondu, je ne peux pas baiser avec mes patientes parce que... et j'ai dit, d'où arrive tout ça? Et pourquoi tu me dis ça? Et alors, là, c'est le problème qui a ressurgi. Mais je ne pouvais pas l'aborder immédiatement. Elle a eu un flashback. Elle m'a mis dans cette situation inconfortable. Les réponses après sont arrivées de son système nerveux autonome. Je dois survivre, je dois suivre ce système. Et alors j'ai dit à cette femme, est-ce que tu te souviens de notre conversation au téléphone? Qu'est-ce que tu te souviens de cette conversation? Elle a répondu, j'ai tout oublié.
et tout avait disparu. Et alors là, petit à petit, lentement, avec patience, j'ai essayé d'aborder à nouveau le problème. Je ne voulais pas provoquer, je ne voulais pas trop faire de pression et trop pousser ma cliente. Et alors, pour vous tous, les bioénergéticiens, sachez que on fait un travail très difficile. Van der Kolk, qui a parlé du travail de la dissociation et son livre a été pendant des semaines dans la liste des best-sellers dans le New York Times, parfois lui-même n'arrive pas à comprendre ce que nous faisons parce il revient au mouvement des années 50 et 60, là où il y avait un mouvement cathartique. Oui, tu as raison, la bioénergétique a beaucoup changé, mais il y a plein de stéréotypes qui survivent encore. Nous, lorsqu'il y a un grave traumatisme, le danger de retraumatisation, les approches changent parce que parfois, dans le monde de la psychanalyse, il y a eu des distances qui se sont créées par rapport à d'autres procédures et à d'autres modèles. Et parfois, il y a eu des problèmes aussi pour les patients. Et nous pouvons dire que chaque approche a son évolution. Il y a différentes modalités de travail. Et dans chaque approche, il peut y avoir la possibilité de créer un nouveau traumatisme. Avant, il y avait trop de distance avec les patients et on risquait de ne pas aborder le système de l'attachement parce qu'on travaillait à distance. Ce que tu viens de dire est vraiment très important. Oui, je me souviens que récemment, Vincentia Schroeder et Colori et toi, ensemble, nous avons créé un cours de formation en contenu avec 10 modules qui s'appelait Engager le corps en psychothérapie du point de vue bioénergétique contemporain qui avait été suivi par la Academy Therapy Wisdom. Et la raison pour laquelle je le cite est que nous devons parler et raconter la différence entre le passé et le présent. Ceci est important et si on ne le fait pas, on risque de continuer à être vu comme dans le passé. Pardon, j'ai besoin d'une minute parce que je voulais juste passer à l'aspect non seulement clinique, mais aussi social. Car il y a une personne d'Israël qui demande si tu peux parler un peu de traumatisme collectif, ce qu'ils sont en train de vivre à présent et après. Il y a d'autres questions toujours liées à ce point-là. Oui, sans doute. Malheureusement, nous avons presque terminé le temps à notre disposition, mais je tiens à te poser euh, cette question. Permettez-moi de faire du marketing, entre guillemets. Aux États-Unis, les personnes qui ont plus d'étudiants sont les écoles pour le traitement de traumatismes liés au corps. La principale est Somatic Experiencing avec Peter Levine. Il y a 60 groupes de formation. Il y a environ 60 000 personnes qui ont été formées par cette école parce que Levine travaille sur le traumatisme de choc et tous les thérapeutes psychodynamiques désirent avoir aussi la formation somatique. Ils participent donc à cette formation pour apprendre du fait que le traumatisme est sur le corps et comment traiter le traumatisme de choc. Une moitié sont des thérapeutes, d'autres sont des opérateurs qui travaillent sur le corps. Mais la moitié des participants, les thérapeutes, sont des thérapeutes psychodynamiques et nous devons être capables de les attirer. Et comment pouvons-nous le faire? Tout d'abord, nous pouvons nous former nous-mêmes dans la matière du traumatisme de choc afin que d'autres collègues, d'autres thérapeutes puissent parler de ce sujet et partager et se confronter avec nous parce que la MDR n'est pas une forme de psychothérapie, est une méthode, un ensemble de méthodes et cela représente une différence fondamentale. Nous travaillons avec la personne dans son ensemble, nous travaillons à travers la relation, l'histoire, la parentalité qui
parfois eu des problèmes, les limites, le transfert, le contre-transfert, parce que nous travaillons sur le corps au niveau somatique. Et tout le monde aujourd'hui se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans les corps. Et quand je vois les étudiants qui tracent la conscience des sensations dans la formation à travers le jeu de rôle, ils sont étonnés de ce qu'ils voient. Ils disent, je suis entré dans mon corps et j'ai ressenti tout ça. J'aurais jamais fait ça avec mes patients. Mais nous devons exploiter ce moment et faire en sorte que les personnes puissent comprendre l'importance de tout ça. Nous voulons faire de la formation en continu parce que nous voulons apprendre aux étudiants que dans la bioénergétique, il y a tout cela. Et une fois qu'on est trouve ce programme, on peut travailler dans le monde du traumatisme et dans tous les procédés et les processus de thérapie. On peut faire une thérapie à long terme en suivant tous les aspects psychodynamiques. Permettez-moi, je voulais faire un peu de promotion et de marketing. Oui, il faut rajouter ça aussi. Quelles sont les racines de notre approche, les complexités liées à notre travail? Maintenant, je vois qu'il y a aussi d'autres questions encore qui sont plutôt liées au traumatisme social et c'est un aspect très important. Une question a été posée par un participant dont j'arrive pas à bien lire le nom, mais ce participant demande comment puis-je travailler sur les blessures lorsqu'il y a une guerre en cours, comme en ce moment en Ukraine. C'est une question liée à la question précédente sur la guerre en Israël. Donc, comment pouvons-nous travailler par rapport au drame collectif? Comment pouvons-nous protéger les personnes qui sont en train de vivre ce type de traumatisme? Donc, j'ai essayé de coller trois questions pour en faire une. Alors, comment peut-on travailler sur les traumatismes avec des images liées à des scénarios de guerre, des scénarios très difficiles? C'est très facile pour ces personnes de rentrer en dissociation lorsqu'on voit des images si terribles liées au conflit, liées aux guerres. Voilà, donc on voulait savoir quelle était ton opinion à propos de ces questions si importantes. Alors, pour tous ceux qui ont posé ces questions, je voulais juste dire, je ne voulais pas aborder le problème du Moyen-Orient parce qu'il s'agit sans doute d'un aspect que j'aurais pu utiliser en tant qu'exemple de traumatisme collectif. Mais j'ai choisi de ne pas le faire car mon système nerveux me demande d'être protégé par une surcharge. Je suis troublée, bouleversée par la quantité d'informations que je reçois à présent. J'ai des patients qui habitent à Tel Aviv et c'est vraiment difficile. Je ne sais pas quoi répondre. Je leur dis, ne regardez pas les images. Vous risquez de perdre le contrôle de ce qui est en train de se passer parce qu'ils ressentent la présence du traumatisme qui résonnent dans leur corps. Et on le saisit aussi à travers la vie des autres, à travers les images qu'on voit. Je me suis préparée à parler de ma réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais dès que je commence à en parler, je commence à ressentir ce traumatisme en moi-même. Et qu'est-ce qui se passe alors? Par la suite, j'essaie de trouver un opposé, une image, une photo, une partie de mon corps, là où je ne me sens si troublée, où je ne éprouve pas le choc, la terreur, la peur. Donc, là où je me sens un peu plus relaxée dans mon corps, j'essaie de travailler sur cette partie de mon corps. Ce n'est pas qu'une information positive peut m'aider. Ce n'est pas ça, parce que le système nerveux le comprend plus rapidement que les autres. Le système nerveux autonome s'active immédiatement. Et quand je respire profondément, je sens les pieds bien par terre, je sens la sécurité, je m'oriente avec la tête, avec le cou, je regarde à droite, à gauche. Je, je ne veux pas être englobée par ces images. J'ai peur, j'ai des parents, j'ai des patients qui habitent là-bas. Et donc, je ne voulais pas vous raconter ces choses en pleurant.
En réalité, c'est une réponse excellente sur comment le traumatisme collectif peut affecter tout le monde sur plusieurs niveaux. Bob, alors, nous avons donné beaucoup de réponses. Nous avions peur de ne pas avoir assez de questions. Nous avons reçu tellement de questions qu'il y a encore des questions qui n'ont pas été présentées. Il y a des questions sur comment les émotions, la cognition. Il y a plein de questions parce que les personnes se sont senties engagées par tes paroles. Je suis heureux. Et il y a aussi beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si tu as eu la possibilité de regarder la chat. Il y a plein de remerciements pour toi, des félicitations sur cette leçon, sur ce webinaire. Je vois aussi muchas gracias en espagnol, par exemple. Merci, merci beaucoup pour avoir partagé tes expériences personnelles, car tout cela vraiment a une forte valeur. Un webinaire magnifique, excellent. Merci, grazie mille en italien. Il y a plein de commentaires dans la chat. Donc, ce que tu viens de partager avec nous est vraiment très important. Je tiens à te dire merci. Et maintenant, si tu veux rajouter encore quelque chose, nous avons 3 minutes à notre disposition. Est-ce que vous voulez que je vous dise autre chose? Des salutations? Alors, je salue tout le monde. Je dis merci. C'est ça que tu voulais? Oui. Alors, je viens d'adopter un petit chiot de, un chiot de pasteur allemand. Il y avait plein de chiens qui avaient été abandonnés dans un panier. J'ai adopté ce petit chiot. Je l'ai appelé Bella. Bella. Euh, j'ai passé la nuit avec elle parce euh, elle donne des petits morsures. Euh, et à 2 heures du matin, elle était encore là. Elle mordait mes doigts. Et j'ai pensé à sa maman. Elle voulait sucer parce que cela lui donnait plus de confort. Je veux essayer de régler son système nerveux. J'avais besoin de dormir. Et je voulais partager cette information aussi avec vous. Merci pour vos félicitations. Très bien, merci. Tu as été très clair. Tu as abordé un sujet très complexe, très difficile. Merci, Patricia, et merci à tout le monde. Nous restons en contact et au revoir à tout le monde et bonne soirée.